L'assassinat ce jour à Bamako, au Mali, d'Ibrahim Ould Sidati, président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad, a provoqué beaucoup d'émotions dans le pays. On rappelle qu'il avait combattu les forces maliennes au nord du Mali en 2012 avant de signer l'accord de paix de 2015, accord signé à Alger. Les autorités ont réagi, notamment le gouvernement, par un communiqué qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. Nous avons donc pour parler de la situation, des conséquences de cet assassinat sur les pourparlers de paix au Mali, mais également de la situation sécuritaire globalement dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest, avec ce que ça pourrait entraîner également comme acte de vengeance de la part des groupes rebelles, avec d'abord Bala Cissé, expert sur les questions juridiques. Bala Cissé, bonsoir. Bonsoir Aziz. Je précise que vous êtes en ligne de Paris en France, et Siaka Koulibaly, politologue, Siaka Koulibaly qui est en ligne du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, Bala Cissé, quelles conséquences pourrait avoir dans l'immédiat l'assassinat de Ibrahim Ould Sidati, le président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad, ce mardi à Bamako? Alors, merci Aziz, avant de répondre à cette question, mais je pense qu'au préalable, il y a certaines choses qu'il faut que je fasse un rappel. En fait, si on regarde qu'est-ce qui se pose comme problème, on va aller sur le point de vue d'abord constitutionnel ou du point de vue juridique. Nous savons tous que, M. Koulibaly sera d'accord avec moi sur ce point, que la constitution malienne, dans son article 1er, dit la chose suivante. La personne humaine est sacrée et inviolable. Bon, toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Si on va au-delà encore, l'article 2 aussi qui interdit toute discrimination fondée sur la race, origine. En gros, pourquoi j'ai fait ce rappel de la Constitution? C'est très important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cet homme, le président, c'est le président des mouvements qu'on peut dire ex-rebelle ou pas, qu'on peut critiquer, voilà, je reviendrai sur ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que Mohamed, est-ce que si Ibrahim Ould, est-ce qu'il avait droit à la sûreté ou pas? Moi, je parlais du point de vue du droit. Voilà. Est-ce qu'il avait droit ou pas? Une personnalité comme lui, est-ce qu'il avait droit d'être gardé ou d'avoir sa sécurité par l'État ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est quand même, pour répondre à votre question, pour être simple, il y aura des conséquences politiques. On soit d'accord. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. On regarde même les communiqués du gouvernement, on voit comme que c'est un acteur du processus d'Alger. Donc c'est un acteur au niveau du point de vue de la géopolitique malienne, de la politique malienne. Donc il n'est pas n'importe qui. Je pense qu'il y aura des conséquences politiques. Comme Aziz vous avez dit, est-ce qu'il y aura des vengeances ou pas? Je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour ne pas monopoliser la parole, mais je sais que quand même il y aura des conséquences. Mais il faut éviter les conséquences. Siaka Koulibaly, c'est le genre d'acte qui pourrait porter un grand coup au processus de paix en cours, surtout à l'application de l'accord d'Alger. Je considère que l'assassinat du président du mouvement de la CMA va certainement porter un coup à cette organisation. À cette organisation, c'est certain, parce qu'il y aura forcément une désorganisation. Il va falloir recomposer la direction politique du mouvement. Uniquement à cette organisation, pas au processus de paix en cours? Voilà, mais sur le plan global, le processus lui-même, à mon avis, souffre plus des ressentiments au niveau de la population malienne et même des autorités maliennes à l'heure actuelle que de ce type de situation. Parce qu'on le sent, il y a déjà depuis 2 ou 3 mois beaucoup de manifestations ouvertes de la part des groupes de citoyens, d'organisations de la société civile et des partis politiques qui manifestent contre cet accord d'Alger.
et on sent que le gouvernement lui-même il est assez fébrile sur la question. Autrement dit, au plan organisationnel, la CMA va se réorganiser, va désigner un nouveau président et au fond, ça ne changera pas grand-chose sur leur position politique dans le pays, mais aussi éventuellement sur les opérations que la CMA mènerait sur la sécurité au Mali. Donc, au fond, je ne sais pas si l'acte, parce que pour le moment, on n'a pas d'informations sur la teneur informationnelle de cet acte-là, mais il faudrait voir est-ce que c'est vraiment l'acte d'acteurs crédibles du processus de paix au Mali. Ça peut aussi être le fait de gens qui sont fâchés contre ce groupe que représente Sidati. Donc, par des gestes peut-être pas très considérés, ils peuvent envisager et organiser cet assassinat. Autrement dit, il ne changera pas le cours de l'histoire, à mon avis, l'assassinat de Sidati. Un assassinat qui ne changera pas le cours de l'histoire, mais qui pose énormément de questions, Bala Cissé. Je pense que, moi je pense qu'au Mali, l'accord d'Alger, en fait, c'est Koulibaly, il a parfaitement raison sur ce point. En fait, le problème d'accord d'Alger, le problème même du Mali, c'est l'accord d'Alger, la crise de l'État. On voit quand même qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est que M. Koulibaly l'a dit, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, on dira. Va bouleverser le Mali va disparaître avec la mort des Sidi Ibrahim. Voilà, il faut arrêter, il ne faut pas caricaturer les choses. Le Mali ne disparaîtra pas, mais on aura quand même des conséquences politiques parce que c'est ce que je suis d'accord avec M. Koulibaly. Le mouvement, la sémence va s'organiser, ça c'est sûr et certain. Le problème n'est pas ça. La question est-ce qu'il va y avoir des guerres internes dans le mouvement ou pas? Donc, on ne sait pas tout ça. Mais la seule chose qui est certaine au Mali, ils ne changeront pas, comme ils ne changeront pas de vision et de position envers l'État malien. Quel qu'en soit l'accord soit appliqué ou pas, qu'on freine ou pas, quand même, il y aura des conséquences. Moi, je pense que mais quand même, il faut prendre cet acte au sérieux. Là où je ne serai pas, peut-être beaucoup de commentateurs maliens, là où je ne serai pas d'accord, il faut prendre cet acte au sérieux. Parce que ce n'est pas un minimum quand même. C'est vrai, il ne peut pas bouleverser la vie politique ou constitutionnelle ou autre du Mali, mais il faut prendre au sérieux. Parce que, pourquoi je dis qu'il faut prendre au sérieux? Parce que nous sommes dans une situation critique au Mali, comme M. Koulibaly l'a dit. On sait quand même qu'aujourd'hui, l'État est fragile, on veut ou on ne veut pas. Ce n'est pas le Mali, c'est le monde, même les pays voisins. On voit quand même qu'aujourd'hui, l'État malien n'a pas la même mise sur l'étendue du territoire, surtout dans le nord du Mali. Qui détient le nord du Mali? Ce n'est pas l'armée malienne, on le sait. Voilà, je ne suis pas là aujourd'hui pour faire un procès. Le seul homme politique malien qui a critiqué ouvertement l'accord d'Alger, ouvertement, c'est Soumaïla Cissé et paix à son âme. À part ça, nous avons des hommes politiques qui donnent des bisous à la France ou qui donnent bisous à la communauté internationale. C'est pas il y a la lâcheté aussi de la part des hommes politiques maliens qu'il faut dire, il faut appeler un chat par un cas. Donc on ne sait pas aujourd'hui est-ce qu'ils vont être dans la lâcheté pour la vérité au Mali ou pas, on ne sait pas. Voilà. Comme M. Koulibaly l'a dit aussi, parce que quand on regarde les communiqués, on n'a pas des informations sûres et certaines, on voit clairement aussi que les personnes qui sont derrière, on ne sait pas qui sont l'auteur, nous ne sommes pas là, c'est l'affaire de la justice de faire cette enquête, mais est-ce qu'il y aura une justice sur ça? Je ne sais pas au Mali, parce qu'au Mali, on a vu, même il y a eu des coups d'État, il y a eu des assassinats, moi je ne crois pas qu'il y aura une justice indépendant, sincère, même si on va identifier les personnes. Donc, comme je serai d'accord avec M. Koulibaly, ça ne changera rien de l'histoire du Mali. On va continuer comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On va continuer comme ça, mais la coordination des mouvements de l'Azawad, c'est quand même un regroupement d'organisations rebelles qui ont pendant longtemps combattu, notamment en 2012, qui ont combattu l'armée malienne au nord. En fait, la question, je serais d'accord avec vous. Mais sauf que je ne serai pas d'accord aujourd'hui. La question n'est pas dans un rapport de force. Je sais qu'en 2012, le mouvement était en force plus que le Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali a ses alliés? Je ne pas dit qu'il ne peut pas fragiliser le Mali. Je n'ai pas la prétention qu'il ne peut pas fragiliser le Mali. Mais aujourd'hui, les contrôles, la balance est au côté du Mali par rapport au mouvement aujourd'hui. Qu'on veut ou on ne veut pas, nous sommes dans un rapport de force que le Mali aujourd'hui pèse un peu, même si l'État reste fragile, parce que nous avons des colonels, voilà, nous avons des colonels
des mains formées de l'armée qui sont à Kati, qui sont à Koulouba. Je suis désolé, ce n'est pas comme ça qu'on va. Ce n'est pas l'armée qui va normaliser la vie politique malienne. L'armée, c'est la sécurité aujourd'hui. Voilà, moi, pour vous dire clairement, Aziz, les choses ne seront pas comme ça au Mali. Alors, il n'y aura pas une récomposition de la mort de ça, même au niveau du mouvement. Ce qui va se passer, c'est quoi? On ne sait pas. Voilà. Parce que pourquoi je dis on ne sait pas? Dans la mesure où, aujourd'hui au Mali, la justice, voilà, parler de la justice, moi je ne sais pas, à mon œil, je ne sais pas, il faut appeler un chat par un chat. Aujourd'hui, la justice au Mali, c'est quoi? La justice ne sert à rien. Voilà, parce qu'il faut appeler la justice n'est pas indépendante du tout au Mali. La justice sur quoi? L'assassinat? Je suis désolé, il y a beaucoup d'assassinats au Mali qu'on a eu au niveau du coup d'État de 2012. Donc ça va être la même affaire. Voilà, qu'on soit clair au Mali. Voilà, on a fait tout, c'est l'impunité qui va régner. Voilà, moi je pense qu'il est mort pour rien. Voilà. Il faut appeler un chat pour un ça. Je pense que voilà, même s'il y aura des vengeances, voilà, parce qu'il devrait être protégé aussi par l'État. Hein. Voilà, qu'on soit clair, hein. L'État a échoué aujourd'hui au Mali. Siaka Coulibaly, ça pose le problème du statut des anciens chefs rebelles qui ont un temps eu maille à partir avec la justice et qui, en raison de certains accords de paix, retrouvent une certaine virginité. À ce moment-là, est-ce que pour des chefs représentatifs, comme c'était le cas d'Ibrahim Ould Sidati, eh bien, il n'aurait pas été convenable d'assurer sa sécurité? Oui, après coup, on peut le dire, hein, c'est vrai que sa sécurité aurait été mieux assurée que l'événement ne se serait pas produit. Mais je pense qu'il était difficile d'assurer toute la sécurité de M. Ibrahim Ould Sidati, parce que selon les informations que je reçois, il aurait été abattu aux sorties de la mosquée. Donc, c'est-à-dire c'est à une heure où il n'y a pas beaucoup de circulation, il n'y a pas beaucoup de personnes dans les rues, et il y a encore de l'obscurité. Donc, c'est assez facile à organiser comme événement. Et sans compter que, étant donné que l'accord d'Alger était signé... certaines sources, Siaka Coulibaly, disent qu'il a été abattu alors qu'il réparait son groupe électrogène devant sa résidence. Bon, d'accord. C'est pour dire que de toute façon, au niveau de la vie privée, il est assez difficile à certains moments d'assurer toute la sécurité. Mais essentiellement, le fait que l'accord d'Alger ait été signé et qu'il y a des pourparlers très intenses entre le gouvernement malien et ce groupe du CMA, cela signifiait a priori que le danger ne pouvait pas venir des forces de défense et de sécurité maliennes, ce qui assurait une certaine marge de sécurité à M. Ibrahim Ould Sidati, ce qui fait que très probablement il ne faisait peut-être pas très attention à ceux qui passaient autour de lui dans son domicile privé. S'il avait été certains leaders de mouvements du nord du Mali n'oseraient jamais se promener dans les rues de Bamako, ne sortiraient jamais dans la rue pour réparer un groupe électrogène qui a des difficultés. Parce que eux, n'étant pas un représentant des mouvements en discussion avec le gouvernement ou ayant pris part à des mouvements armés violents qui ont causé des morts importantes dans les forces de sécurité, seraient en insécurité directement. Donc je pense que dans son cas, on aurait pu assurer une meilleure sécurité, mais il était quand même dans une position où le risque était assez maîtrisé à mon avis, et ce qui a peut-être facilité même l'opération de son assassinat. Le risque est maîtrisé et en général, Siaka Coulibaly, les postes au sein des coalitions rebelles sont très convoités. Il y a des frustrations et vous l'avez souligné tantôt. Il n'est pas exclu que cet acte a été posé par des personnes frustrées de son, peut-être pas de son milieu immédiat, mais tout de même du milieu de l'ex-rébellion. Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée.
effectivement, on n'est pas en train d'étudier aujourd'hui le cas judiciaire de l'assassinat de Sidati. Autrement dit, il est réel que ce groupe de la CMA est lui-même en grande contradiction avec les mouvements terroristes. C'est là où il est important de faire la distinction entre les mouvements rebelles et les mouvements terroristes. Et les rebelles sont plus enclins au processus politique de négociation, comme le cas de la CMA, qui discute avec le gouvernement malien, qui discute avec les partenaires internationaux, qui les reçoit à Kidal pour les sessions de l'organisation autour de l'accord d'Alger, etc., etc. Donc, il y a des acteurs du Nord Mali, du groupe de l'Azawad, effectivement, qui sont des Touaregs, qui ne sont pas du tout d'accord avec cette approche stratégique de la CMA, d'entretenir des discussions et d'essayer d'aboutir à l'indépendance de l'Azawad par les discussions avec le gouvernement malien. Donc, ces groupes, effectivement, peuvent être tentés d'éliminer le principal représentant de la CMA afin de ralentir le processus ou même de faire peur à ceux de la CMA et éventuellement faire en sorte que ce groupe-là rentre dans la clandestinité, n'arrive pas à se mouvoir totalement à Bamako, etc., etc. Donc, les origines de l'assassinat, pour l'instant, nous ne pouvons pas en discuter tellement parce que nous n'avons pas d'informations judiciaires ni d'informations sécuritaires sur la question, mais effectivement, ça peut venir de partout. On rappelle qu'un communiqué du gouvernement malien a été publié pour condamner cet assassinat et bien entendu pour annoncer l'ouverture d'une enquête. De façon globale, on a relevé que sur le plan économique, il y a une stabilité relative qui se met en place. Bala Cissé, on est en droit de penser, vu ces indicateurs, que les choses se normalisent au Mali actuellement. Bon, moi je pense que les choses ne se normalisent pas au Mali parce que moi, dans la mesure où l'indicateur économique, en fait les problèmes du Mali, on pense que le Mali s'arrête à Bamako. D'accord, il faut qu'on oublie ça. En fait, les problèmes des Maliens ou des commentateurs des Maliens, ils pensent que le Mali s'arrête à Bamako. Le problème du Mali, c'est ça. Tout est à Bamako, même le pouvoir, tout est à Bamako. Moi, je pense que, soyons lucides, il faut être pragmatique et réaliste de reconnaître aujourd'hui que l'agent au pouvoir veut juste faire l'obsession de la question sécuritaire, mais question économique, je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas, même si là c'était à Bamako, à Kaï ou à Kidal ou à Nyoro ou à Taoudéni, je ne sais pas, ils ne sont pas dans les mêmes réalités. Voilà. Mais moi, je pense que ce qui est intéressant aussi, ce n'est pas la question économique qui est au centre aujourd'hui au Mali, parce que l'argent n'est pas venu au Mali pour que le Mali soit la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. L'argent est venu pour normaliser, pour faire la transition, donner le pouvoir à un gouvernement civil qui va faire des réformes. Donc on voit que le processus même de la transition est là. Je ne suis pas là pour faire une critique sur ça, comme M. Koulibaly l'a dit. Nous sommes là aujourd'hui pour voir les conséquences politiques ou les conséquences, qu'est-ce qui peut venir plus tard dans les discussions. Mais aujourd'hui, moi je pense que c'est que l'hypothèse qu'il n'y a pas, nous ne sommes pas là, on n'a pas de vérité absolue, nous sommes là aussi, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, mais ce qui est sûr et certain, cet acte d'assassinat peut venir de beaucoup de parts, parce que récemment, on a vu quand même qu'ils ont fêté le mouvement de l'Azawad, on est d'accord, qu'ils ont fêté l'indépendance à la Mauritanie, que beaucoup de gens, beaucoup de commentateurs qui critiquent la réaction de l'État malien. Voilà, on sait quand même que aujourd'hui, même moi, aujourd'hui peut-être je vais être sévère, j'assume ce que je suis en train de dire, même l'État est complice aujourd'hui. Voilà, il faut appeler un chat par un chat. Voilà, même si on n'a pas les informations, mais on regarde les éléments récents, même l'État peut être accusé aujourd'hui, ou certains, on ne sait pas. Voilà. Donc aujourd'hui, cet assassinat, j'espère un jour, j'espère qu'il y aura un procès sur ça. Alors, vous parlez de cette hypothèse justement qui n'exclut pas la responsabilité de l'État malien. Il y a aussi en face ceux qui n'ont jamais vu d'un bon œil aussi les discussions avec les groupes rebelles, Siaka Koulibaly. Tout
Tout à fait. Il y a de part et d'autre, hein, aussi bien au niveau de la classe politique malienne et la population du sud Mali que dans le nord du Mali, au sein des populations de l'Azawad, des extrémistes qui ne voient pas tout à fait en œil les pourparlers qui se déroulent dans le cadre de l'accord d'Alger, pour dire que ce n'est pas le potentiel de paix de l'accord d'Alger qu'il est question. Ça, c'est un autre débat. Mais le principe lui-même des pourparlers est mis en cause par beaucoup d'acteurs au niveau malien, que ce soit du côté du sud, enfin je veux parler du gouvernement légal et légitime, que du côté du nord, beaucoup ne sont pas favorables à ce que cela se passe par des pourparlers. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont pour la résolution par la force de ces questions. Au nord, vous avez les groupes terroristes, donc le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui entretient des opérations violentes armées contre les symboles de l'État malien. Au sud aussi, vous avez des personnes, des groupes, des acteurs politiques qui sont pour qu'une offensive militaire généralisée soit opérée afin de récupérer ce qu'ils appellent la partie séquestrée du Mali. Donc, c'est clair que le gouvernement d'un côté et ceux de la CMA de l'autre et l'assassinat de Ibrahim Ould-Sidati vient démontrer l'étroitesse de cet espace que ces acteurs-là s'étaient créés. Maintenant, comme nous sommes en train de réfléchir sur la portée de l'assassinat d'Ould-Sidati, c'est de voir effectivement est-ce que le principe des négociations ou des pourparlers pour ramener la paix et l'intégrité territoriale du Mali, est-ce que c'est une option encore viable? Est-ce qu'on aura soit des représentants légitimes du Nord Mali pour continuer les discussions sur l'accord d'Alger? Ou est-ce que d'un point de vue sécuritaire même, il sera possible aux représentants donc, de ceux qui veulent discuter avec le gouvernement malien, je vais parler des groupes Touareg, ceux qui veulent discuter, est-ce que leur sécurité sera suffisamment assurée afin que cette option-là soit l'option majeure et l'option qui conduise à la paix et à l'intégrité du Mali? Il faut rappeler quand même, Bala Cissé, même si vous faites partie de ceux qui dénoncent l'accord d'Alger, que pour la majorité des acteurs politiques qui y ont pris part, cet accord pourrait constituer l'une des chances du pays de recouvrer justement l'autorité sur l'ensemble du territoire malien. En fait, les problèmes d'accord d'Alger, je pense qu'il y a eu beaucoup de reprises que je me suis un peu prononcé sur l'accord d'Alger. Les problèmes de l'accord d'Alger, comme ici M. Koulibaly vient de prononcer, en fait, le problème d'accord d'Alger est très profond. On peut aller le débat sur la légitimité. Qui ont signé les acteurs signataires de l'accord d'Alger, la légitimité est contextable. Aujourd'hui, en fait, nous sommes dans une question de la légitimité. Qui est légitime de signer? Parce qu'on sait quand même qu'à l'époque, si on regarde le droit interne, moi je parle en tant que juriste, je ne suis pas un homme politique. Sur le plan juridique, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus de l'accord d'Alger. Et pour vous, en tant que juriste, ça aurait dû être qui, les signataires? Mais les problèmes de l'accord prévoit, si la constitution malienne est claire sur des accords, n'oublions pas, c'est que le président Ibeka à l'époque a fait une violation de la constitution. C'est pas comme ça qu'on signe l'accord. Il devrait demander l'aval du Parlement, mais jusqu'à preuve contraire, oui, le Parlement c'est quoi? Le Parlement n'a pas voté. Donc attention, moi je pense cet accord d'Alger est une nouvelle constitution du Mali. Je fais partie de ces Maliens qu'on dit, c'est une 4e république du Mali qui ne dit pas son nom. Donc attention, donc c'est vrai, il faut signer la paix à tout prix.
Mais je suis désolé, dans cet accord, il y a des bonnes choses qu'il faut reconnaître, il y a des bonnes choses. Voilà, je fais partie de beaucoup de Maliens qui nous sommes sur des plateaux, qu'on a beaucoup décortiqué l'accord d'Alger, qu'on a terminé en France, il y a une chaîne que j'interviens sur ça, on a décortiqué tout l'accord d'Alger jusqu'aux annexes. Il y a des bonnes choses, mais il y a beaucoup de mauvaises choses. Voilà. Il faut revoir, l'accord est en train d'appliquer. Ibeka a commencé à appliquer l'accord. Moi, je pense que les gens qui parlent, il faut réviser l'accord, il faut réviser certains points, il faut un consensus. La force ne peut pas résoudre tout. Donc, le problème des Maliens, même les auteurs actuels, c'est quoi? Ce n'est pas la force. Appelez-nous. La question n'est pas uniquement des armes. J'ai déjà dit, il faut aller à une conférence nationale souveraine, qu'on vienne sur table, qu'on débatte le Mali qui peut prendre 1 année ou 2 ans. La transition, je fais partie des Maliens qu'on a alerté en 2013, qu'on dit attention, il ne faut pas aller aux élections. Ils ne nous ont pas écoutés, on est parti. Attention encore. Bon, si on part aux élections, j'espère qu'en 2023 ou en 2022 ou 2024, il n'y aura pas un nouveau coup d'État au Mali. Voilà, il faut appeler ça par un chat. Je pense que si nous partons comme ça résout la question, le fond de la problématique malienne en 2024 ou en 2023, il y aura un coup d'État au Mali. C'est sûr et certain. Vous faites cette lecture en raison de l'histoire de l'histoire politico-militaire du pays, Bala Cissé, mais il y a aussi que les acteurs politiques, mis à part la junte au pouvoir, les acteurs politiques ont manqué, selon de nombreux observateurs, de cohérence dans les positions. Mais là, je ne monopoliserai pas la parole, je vais laisser la parole à M. Koulibaly. Vous savez que j'ai beaucoup écrit sur des chroniques sur ça, que j'ai dit la lâcheté des hommes de la classe politique malienne, ils sont lâches. Donc, je vous avais dit, le seul homme politique malien de la classe politique malienne qui a fait débat, qui a fait débattre sur l'accord d'Alger ouvertement, qui a critiqué ouvertement l'accord d'Alger, c'est Soumaïla Cissé. Les autres, ils donnent des bisous. Donc, il veut du pouvoir. À quel prix du pouvoir? Les problèmes, c'est ça. Parce que le problème du Mali, en fait, tout le monde veut Kouba. Donc, allez-y à Kouba, il faut dans les conditions. Donc, on a un pays qui est à notre côté, que moi j'ai beaucoup visité, mais c'est Kouba de votre pays, au Burkina Faso. Donc, pourquoi pas? On a vu que Korok a été réélu au second mandat, sans contestation, voilà, officiel. On savait qu'en 2013, même Ibeka n'était pas élu, il y avait beaucoup de problèmes. Le problème des Maliens, le Mali, c'est un État semblant. On fait semblant que les choses fonctionnent, mais rien ne fonctionne. C'est ça les problèmes des Maliens. Il y a des mensonges d'État, il y a des mensonges de la classe politique qui ne dit pas son nom. Donc il ne peut pas prendre part. Parce qu'aujourd'hui, la campagne a commencé. La campagne a commencé. Quelqu'un qui critique à l'accord d'Alger, bye bye, il ne sera pas président du Mali. Aucun homme politique malien, même la révision de l'accord d'Alger, il y a pas entre le gouvernement de la transition, il y a une divergence entre le président de la transition et le Premier ministre sur l'accord d'Alger. L'autre part de la révision, l'autre part de la renégociation, l'autre part qu'on va appliquer. Voilà. On est d'accord, la junte était claire dès le départ, ils ont fait un coup d'État, ils ont assumé, ils sont en train d'appliquer l'accord d'Alger. Voilà, il faut appeler un chat par un chat. Mais c'est Aziz, moi je suis désolé, ils ne pourront pas critiquer parce qu'il y a la lâcheté, la neutralité, souvent c'est la lâcheté. La neutralité, c'est la lâcheté. Nous avons, Siaka Koulibaly, une situation quand même délicate avec une junte qui s'est installée au pouvoir, qui a suscité beaucoup d'espoir au Mali et qui, depuis quelques mois, en tout cas pour ceux qui avaient fait confiance, a commencé à décevoir, si on en croit de nombreux commentaires. Mais est-ce que la junte, de votre point de vue, a une marge de manœuvre actuellement au Mali? Siaka Koulibaly. Maintenant, on est obligé d'affirmer que la nature du pouvoir au Mali aujourd'hui est un des facteurs du problème malien, aussi bien dans la dimension sécuritaire que dans la dimension politique. Parce que c'est un gouvernement qui n'a pas été élu, qui est intervenu dans les conditions que l'on sait, à savoir le renversement par la force d'un gouvernement qui était certes élu, mais qui était quand même devenu assez illégitime. Et ce gouvernement de transition, il est fortement marqué par la présence militaire, ce qui soulève un ensemble de problèmes. D'abord, la vieille question de la participation des militaires à la gestion du pouvoir, qui est une question récurrente de l'histoire politique des pays ouest-africains, en particulier les pays francophones. Donc ça repose cette problématique-là. Mais ça pose aussi la problématique du style de gouvernance que les militaires ont l'habitude d'adopter.
les gens, certains ont eu des yeux doux avec la junte militaire au départ, en espérant que, en tant que militaires et détenant les rênes du pouvoir, ils auraient été plus efficaces dans la résolution de la question sécuritaire. Et effectivement, les 2 premiers mois, les militaires ont réussi à faire des opérations qui ont porté des fruits dans la désorganisation des groupes armés qui agissent sur le territoire malien, en particulier ceux qui sont au centre du Mali et au sud. Parce qu'au Burkina, nous avons ressenti les effets positifs des opérations des militaires maliens, puisque la principale base d'opération des groupes armés qui agissent sur le nord du Burkina Faso était localisée au niveau du Sikasso. Donc, les militaires maliens avaient quand même fait des choses extraordinaires. Mais par la suite, on s'est rendu compte que, même sur le plan sécuritaire, la situation s'est plutôt compliquée parce que les terroristes se sont très rapidement réorganisés et ont lancé des offensives très importantes et ont augmenté le spectre d'action. Au-delà des attaques ciblées, il y a aujourd'hui des contrôles de routes, il y a des assassinats ciblés dans les villes, notamment on peut penser à l'assassinat d'Ibrahim Ould-Sidati. Ce type de situation se déroule dans les villes de l'intérieur, à Gao, à Tombouctou, à Kaï, etc. Donc finalement, on s'est dit que le gouvernement actuel au Mali, finalement, ne maîtrise pas du tout l'aspect sécurité des choses. Et de l'autre côté, sur le plan politique, en termes donc de préparation de la venue d'un gouvernement normal, c'est-à-dire élu par des élections, là aussi, il y a pas mal de couacs, parce qu'on sent les acteurs politiques vent debout, et notamment le M5 RFP, qui organise des conférences de presse à tout moment, qui organise des meetings pour dénoncer la gestion du pouvoir par le gouvernement en place. Donc finalement, au lieu que ce gouvernement soit un facteur favorable à la résolution de la situation au Mali, la crise au Mali, finalement, au bas mot, ce gouvernement n'est pas du tout un facteur favorisant. Bala Cissé, ce gouvernement en place est un facteur de division, selon vous également? Je pense que je serais d'accord avec mon frère Koulibaly trop, mais je pense que mon frère Koulibaly n'est pas très sévère envers le gouvernement. Je pense, dans la mesure où aujourd'hui, M. Koulibaly, ce qu'il a dit, la nature du pouvoir malien. En fait, qu'est-ce qui se passe au Mali? En fait, si on regarde, la transition a été colonialisée. Voilà, c'est les colonels qui ont pris le pouvoir, ils ont essayé de militariser le pouvoir. Voilà, ils ont tous les postes. Les postes régaliens de l'État, c'est l'armée. On est d'accord? C'est les militaires qui détiennent. Mais les pires dans tout ça, c'est quoi? Si on regarde même la composition du CNT, du Conseil national de la transition, c'est les militaires qui ont composé tout. Qui a choisi le président de la transition? Je parle sous le contrôle des Burkinabés. J'étais au Burkina pendant la transition. Il n'y a pas de consensus avec la chambre militaire au Mali. C'est ça le problème. Il n'y a pas de consensus. Cette jambe va aller encore plus loin dans sa gestion du pouvoir politique, vers la suppression même des aides des partis politiques. On sait quand même qu'au Mali, s'il y a eu la corruption, comme M. Koulibaly par la nature, on voit la nature du pouvoir au Mali. On voit quand même que le Mali devient un pays ingouvernable aujourd'hui. Voilà. Même là, mais je fais partie de ces Maliens. Je suis désolé aujourd'hui pour dire sur votre antenne, je fais partie de ces Maliens qui disent que je n'ai pas confiance aux militaires. Que je sais que les militaires ne feront pas mieux qu'IBK. Mais l'IXOA, sans être prétentieux, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, l'IXOA nous donne raison aujourd'hui, ces partisans, les gens comme moi aujourd'hui, qu'on pense que la junte ne fera pas mieux. Je pense aussi la junte ne fera pas mieux que 2013. Donc je vois des signes qu'il y aura un nouveau coup d'État au Mali. Il faut appeler un chat par un chat. Que si on part aux élections comme ça, avec une classe politique, il n'y a pas de consensus, parce que la transition a été faite par je ne sais pas, dans l'unitarisme de la junte qui est là seul, qui fait tout, qui décide de tout. Or, même IBK qui était légitimement élu, soi-disant, je fais partie de ces gens aussi en 2018 qu'on a dit attention. Donc, en réalité, on voit quand même que IBK, sa légitimité était contexte, c'est la junte qui n'a aucune légitimité démocratique. Pour moi, toutes les institutions de la transition jusqu'à maintenant, ils sont illégitimes. Ouais, illégal. Parce que la charte de la transition, on voit comment la charte a été votée. Moi, je pense aujourd'hui, soyons honnêtes, de dire la vérité aux Maliens. Il faut faire une conférence nationale souveraine. Il ne faut pas se précipiter pour aller aux élections juste pour faire plaisir aux bailleurs
nationaux. Oui, on va aller aux élections. C'est la transition, c'est 18 mois. 18 mois ne suffit pas de faire la transition. Je fais partie de ces Maliens à que vous savez que j'ai déjà écrit sur ça. Je ne suis pas là pour faire ma promo. En 2018, que j'ai parlé de la transition avec Ibeka. Vous le savez dans mes écrits sur ça. Donc aujourd'hui, sans être prétentieux, on sait que même au Mali, la gente ne veut pas écouter les Maliens. Il y a une partie qu'on dénonce, beaucoup de parties de Mali. Je ne suis pas le seul sur ça. Donc, qui veut écouter ou qui ne veut pas écouter les Maliens, moi je pense que nous sommes partis pour mal. Alors, une transition mal partie, c'est un avis qui est partagé par de nombreux experts, Bala Cissé, mais Siaka Coulibaly, finalement, il y a eu dans cette affaire de coup d'État des actes manqués. Absolument. Il y a eu des actes manqués. Le principal acte manqué, à mon avis, c'est le fait que la junte qui a géré les tout premiers jours de la transition avant que la CEDEAO n'impose qu'on civilise le pouvoir entre griffes, parce que finalement, le président aussi est un ancien militaire et une bonne partie du gouvernement sont composés des militaires. Ce groupe a un peu tourné le dos aux principaux acteurs qui avaient réussi à fragiliser le pouvoir du BK, ce qui, à mon sens, est une grave erreur politique, parce que pose un gouvernement de transition au sein de la population malienne. La population malienne a en grande partie soutenu les mouvements de contestation lancés par le M5 RFP. Donc beaucoup se sont politisés avec ces mouvements et ont adhéré à l'action politique grâce à ces mouvements et entendaient jouer un rôle majeur, notamment les jeunes, dans l'avenir politique de leur pays. Le fait de tourner le dos au M5 RFP a marqué une rupture et une fracture dans le paysage politique. Et c'est de là qu'est partie en réalité la principale difficulté du gouvernement de transition. Mais pourtant, Siaka Coulibaly, le M5 RFP, il lui a été reproché d'avoir en son sein des personnalités politiques corrompues qui cherchaient à se recycler. Bala Cissé. Je pense que moi, je suis d'accord avec M. Coulibaly. En fait, moi, je pense que je fais partie de ces gens, Aziz encore, je suis désolé aujourd'hui de parler un peu, peut-être c'est pas sur moi. Je fais partie de ces gens qui avaient dit que, comme M. Coulibaly vient de mentionner, que la légitimité de la transition, le gouvernement de la transition, c'était M5. D'accord. De mettre doigt à M5, la gente était partout depuis mal. On avait dénoncé ça. Moi, en fait, même s'ils sont corrompus, en fait, le problème des Maliens, c'est quoi? La gente a fait un discours, oui, ils sont corrompus, les anciens sont corrompus, mais ils ont de l'expérience. Cette gente n'a pas d'expérience politique. Appelez un chat par un chat. Mais ce que vous vient de dire, il y a beaucoup de jeunes qui sont légitimes, qui sont au niveau des CNT, qui sont dans le gouvernement, qui sont partout. Ce n'est pas une question de génération. Ce n'est pas une question de génération. Il y a des gens aujourd'hui au Mali qui ont l'expérience politique, malgré tout qu'on peut. Tant qu'ils ne sont pas condamnés par la justice, je suis désolé, je suis juriste, je ne suis pas là pour faire la politique. Tant que quelqu'un n'est pas condamné par la politique, on ne peut pas dire que c'est un voleur. On est d'accord. Donc, dès lors qu'ils ne sont pas condamnés, donc l'argent, mais là où je ne suis pas d'accord avec beaucoup de Maliens, mais les corrompus dans l'armée, ce n'est pas seulement les hommes politiques seulement qui sont corrompus au Mali. Arrêtons. L'armée aussi, elle est corrompue dans l'armée malienne. Donc, il faut appeler un chat par un chat. Même si les hommes politiques ils ont échoué avec l'armée. Si on regarde l'histoire socio-politico-consolidée du Mali, l'armée a gouverné autant plus que les civils. Mais c'est Coulibaly, en tant que politologue, je parle sous votre contrôle, l'armée a autant dit, les militaires, ils ont autant dirigé le Mali plus que les civils, on est d'accord? Donc arrêtons de croire que le miracle du Mali, c'est les militaires. Je ne suis pas partisan, je dis clairement, étant constitutionnaliste, les coups d'État, je condamne, mais il fallait laisser Ibeka. C'est vrai qu'Ibeka, moi je pense qu'il fallait laisser Ibeka au pouvoir. Là où aujourd'hui je regrette, dans ce moment je n'ai pas dit, parce qu'il faut reconnaître ses torts. Moi je pense qu'il fallait laisser Ibeka au pouvoir, malgré tout. Il fallait justement, et c'est une position qui a été défendue également par beaucoup d'autres,
en raison de sa légitimité, Siaka Koulibaly, permettre à Ibrahim Boubacar Keïta, malgré tout, de poursuivre et de réunir les Maliens pour trouver des solutions. Or, nous avons une situation qui est de moins en moins claire. C'est vrai. Aujourd'hui, on aurait pu faire table rase du passé et dire, bon, le renversement d'Ibeka en août 2020 s'est passé dans des conditions qui ont porté atteinte au système constitutionnel, c'est vrai. On aurait pu demander qu'on oublie cela et qu'on se tourne vers l'avenir. Mais justement, c'est en se tournant vers l'avenir qu'on constate que les choses sont beaucoup moins roses que les Maliens l'avaient espéré et que les Africains l'avaient espéré avec les frères du Mali. Les perspectives des élections ne sont pas du tout claires. L'horizon n'est pas du tout clair à ce niveau, en termes non seulement de calendrier, de dates, mais aussi des actes préparatoires d'une élection. Une élection qui est supposée régénérer le système politique et l'État malien. Parce que là, c'est une responsabilité historique qui incombe aux acteurs maliens aujourd'hui, qui est de revisiter toute leur histoire et de conférer à ces pays-là le destin que souhaitent ses fils et ses filles. Et là, la responsabilité de la junte au pouvoir, elle est extrêmement élevée. Et je ne suis pas certain que les personnes qui sont aujourd'hui au gouvernement ont la portée de cette responsabilité dans leur conscience, parce que quand on les regarde, on voit que les débats se mènent plutôt sur l'occupation des postes, les marchés publics, exactement comme tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de nos pays ces 60 dernières années. Et c'est là où, malheureusement, le Mali risque de connaître un remake de 2012. C'était pareil. Il y avait un gouvernement qui avait été décrié, qui a été renversé par l'armée. On n'a pas laissé le gouvernement de transition à ce moment aller jusqu'au bout Oui. Oui. Donc, oui, vous avez souligné le risque, Bala Cissé, qu'il y a à continuer sur cette voie, mais il est clair quand même que l'exercice des libertés est aussi, selon de nombreux observateurs, limité en raison notamment des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et bien d'autres facteurs qui empêchent que les Maliens ou bien que la classe politique exprime de façon plus forte son mécontentement. Alors, je vais parler vite pour donner la parole à M. Koulibaly qui disait quelque chose qui était très important. Bon, moi, en étant, parce que généralement, certains Maliens nous qualifient que nous sommes des experts lointains, parce que nous sommes en Occident, on ne connaît pas beaucoup des réalités du Mali. Bon, je pense que je connais beaucoup des réalités du Mali plus que des Maliens locaux qui sont là. Parce que si je parle sous le contrôle de M. Koulibaly, que je connais le Burkina. Bon, quand j'étais pendant beaucoup de la transition du Burkina, je connais beaucoup des acteurs de la transition du Burkina Faso. En tout cas, le Burkina Faso, moi, je prends un modèle pour nous. Comme M. Koulibaly vient de dire, ils ont préparé des actes préparatoires de la transition. Ils ont révisité, ils ont vu les codes électoraux. Je parle en tant qu'expert en matière électorale. J'espère en matière électorale. Je n'ai pas envie de dire ça aux gens. Donc, moi, j'étais au Burkina, je suis parti sur le terrain pour apprendre sur le terrain. Mais pourtant, oui, Bala Cissé, pourtant, la dernière élection présidentielle, selon l'opposition, est la pire des élections organisées dans le pays. Je vais revenir. Je ne parle pas de la question. Je suis en train de parler pendant la transition. Je ne parle pas de l'élection. Les Burkina Faso, ils ont fait une transition qui peut être... Il n'y a pas quelque chose qui est parfait, voilà, qui peut rester discutable. Ils ont quand même... La transition du Burkina Faso a réussi quelque chose que la transition du Mali, on n'a pas réussi. Pourquoi? Je vais revenir sur le même cas. J'aime les critiques comme ça. Pourquoi nous, le Mali, on a fait coup d'État en 2012, pourquoi pas en 2020 encore on fait coup d'État? Quand le Burkina Faso, Blaise n'était pas parti, c'était l'insurrection après qu'il y a eu le coup d'État à porter des Djengéré. Ça, je ne rentre pas dans les détails. Mais si on fait une analyse comparative entre le Mali et le Burkina Faso, comment les Burkinabés sont arrivés aujourd'hui
un peu avoir la stabilité politique plus que le Mali. Or, qu'est-ce qui se passe en 2013? En 2013 au Mali, on a élu Ibeka juste pour faire maquillage cosmétique en disant on va aller aux élections, comme M. Koulibaly a dit, sans préparer les terrains. Ils sont là, c'est pas... Quand est-ce que je vais être nommé ministre? Quand est-ce que je vais avoir ces marchés? Quand est-ce que je vais construire ça? Quand est-ce que je vais amener ma maîtresse? Quand est-ce que je vais amener ma copine? Ils sont là et ça. Ils ne sont pas là pour gérer l'État. Donc, ils ne sont pas là pour préparer des projets. Vous pensez que le CNT actuel, le Conseil national de la transition actuelle du Mali a la légitimité de légiférer, de réviser des choses, comme le cas du Burkina Faso qui avait des hommes politiques de poids lourds? Regardez la composition du CNT du Mali. Donc attention, mais ça dit, je ne parle pas, quand on dit oui, je ne parle pas de la réélection de Roch, je parle en tant que la transition. Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, même toute élection en Afrique reste contestable, comme il y a un Africain qui dit, si vous ne voulez pas qu'il y ait des risques aux élections en Afrique, acceptez tout. Donc, je ne suis pas là à dire que c'est parfait. L'opposition a le droit de critiquer la réélection. Mais ce que moi j'entends, la transition au Burkina Faso est une transition réussite. Contrairement à la transition de 2012 du Mali et la transition de 2020 au Mali, que je pense, sans être prétentieux, sans jugement de valeur, parce qu'on a échoué. Donc, aujourd'hui, l'agent est incapable, comme M. Koulibaly l'a dit, je ne vois pas qui, sans jugement de valeur, je ne vois personne aujourd'hui autour du gouvernement actuel qui est capable de nous amener un projet solide, durable, que pour 10 ans au Mali, où nous aurons une stabilité politique complète. Parce que bientôt, le Burkina Faso va avoir 10 ans après le départ de Blaise Compaoré dans une stabilité pour le moment. Donc nous, on n'arrive pas pour le moment. Je suis désolé, le Mali, il faut appeler ça par un chat. Le Mali, nous sommes condamnés à une conférence nationale souveraine. Ce n'est pas des bisous entre les hommes politiques qui veulent des postes qui va résoudre la crise malienne. Il faut faire une conférence nationale souveraine. J'ai dit clairement, parce qu'en 92, il n'y a pas eu de révolution. Si nous avons menti en 91 au Mali, c'est la même manière. M5 nous a menti. Je ne fais pas que c'est ça. Vous m'avez appelé ici. J'étais clair sur mes positions. Je ne change pas de position. M5 était légitime, mais on n'a pas pu se servir de l'expérience de M5 pour bâtir un nouveau contrat social au Mali. Nous sommes là sur les pays recettes, que je sais quand même qu'on va échouer encore. On va juste organiser les élections, on va échouer. Alors, Bala Sissi est pessimiste. Siaka Koulibaly, on va commenter les propos de Bala Sissi avant de consacrer les dernières minutes de cette émission à Blaise Compaoré, qui va avoir maille à partir, qui va devoir s'expliquer devant la justice de son pays. Alors, Siaka Koulibaly, il y a donc très peu d'espoir avec cette transition militaire au Mali. Je suis obligé effectivement d'être assez sceptique sur une issue, disons, idéale de la transition au Mali, parce que c'est sûr qu'il y aura des élections, parce que c'est ça le but du gouvernement actuel, il y aura des élections, mais est-ce que le Mali va dépasser la situation d'instabilité et d'insécurité qu'il a connu depuis le début? C'est ça qui est la grande question. On aura des élections, on aura des dirigeants élus, mais est-ce qu'on sera sorti de cette spirale d'instabilité et d'insécurité? Et je doute de cela, parce que les travaux obligatoires qui devraient être menés par cette transition, je ne les ai pas vus du tout. Il y a une grosse réforme de la Constitution qui doit être opérée. Je vous dis ici tout de suite, cette problématique de l'insécurité au Mali et de son instabilité, une réforme constitutionnelle peut la régler d'un coup en réalité, mais il faut qu'elle soit faite par ceux qui le savent. Malheureusement, les gens sont tellement attachés à la course matérialiste qu'on ne laisse pas du tout s'exprimer ceux qui auraient pu apporter une aide substantielle à cette œuvre de rénovation. Finalement, je pense qu'on va aller train-train vers la fin de la transition, vers les élections, et puis un recommencement encore, comme l'a dit Bala tout à l'heure, l'éventualité d'un autre coup d'État dans les années qui viennent.
Allons au Burkina Faso pour la fin de cette émission. On est quasiment arrivé au terme avec la justice qui a décidé de la mise en accusation de l'ancien président Blaise Compaoré dans l'assassinat du capitaine Thomas Sankara ce mardi. Un commentaire, Siaka Koulibaly? La principale chose qu'il faut dire ici, c'est que l'inculpation de Blaise Compaoré dans les événements du 15 octobre 1987 est une forte demande populaire au niveau du Burkina Faso et partout ailleurs. Parce que Blaise Compaoré ayant été le principal bénéficiaire de l'assassinat de Thomas Sankara en devenant le président après lui, a été automatiquement considéré comme celui qui a opéré l'opération du 15 octobre. Donc, qu'il y ait des preuves matérielles ou pas, le subconscient burkinabé et africain culpabilise Blaise Compaoré dès le départ, et de fortes demandes ont été exprimées à divers moments de l'histoire politique du pays dans ces 30 années passées, pour exiger la quasi-condamnation de Blaise Compaoré. C'est pour dire que, sur le plan purement judiciaire, on a une évolution aujourd'hui avec cette mise en accusation de l'ancien président Compaoré, mais on le sait également avec l'instruction du dossier qu'il y aura très peu de pièces à conviction matérielle qui permettront d'aller à une condamnation directe, parce que les juges d'instruction ne les ont pas trouvés jusque-là. Mais, ceci dit, c'est le type de procès, de jugement, qui relève plus de la volonté populaire que des mécanismes purement judiciaires. Il faut le dire dès maintenant. Et le gouvernement en place aujourd'hui au Burkina Faso a puisé dans cette demande de justice populaire pour accompagner la justice dans cette mise en accusation. Mais il faut relativiser aussi cette appréciation, parce que nous sommes dans un processus de réconciliation nationale aujourd'hui qui a été initié à partir de janvier 2021 par la nomination d'un ministre d'État en charge de la réconciliation et de la cohésion sociale, dont l'un des objectifs est justement d'épurer le passif politique du Burkina Faso de ce type de questions emblématiques, le dossier de Thomas Sankara, le dossier Norbert Zongo et d'autres qui existent. Donc, l'un dans l'autre, autant on voit cette évolution judiciaire du dossier Thomas Sankara, il faut aussi s'attendre à ce que ces dossiers rentrent dans l'agenda de la réconciliation nationale, à savoir un traitement spécial de l'affaire qui peut arriver à une relaxe pure et simple de Blaise Compaoré aussi, du simple fait de la volonté aussi des Burkinabés de mettre un terme à la violence politique qui est dans son histoire et de se donner un avenir plus radieux, plus serein, plus stable. Donc, toutes les options sont ouvertes aujourd'hui. L'option judiciaire pure qui peut aboutir à une condamnation de Blaise Compaoré, et aussi une option politique qui peut aboutir à sa relaxe pure et simple sur le terreau de la volonté des Burkinabés d'aller de l'avant et de mettre un terme à la violence politique dans le pays. Bala Cissé, un mot sur cette décision de la justice au Burkina Faso en ce qui concerne l'ancien président Blaise Compaoré? Moi, je pense que je ne ferai pas beaucoup de commentaires comme M. Koulibaly vient de soulever. En fait, je pense qu'il peut y avoir une justice symbolique. Mais la condamnation, c'est quand même qu'il y aura tous ces temps. Si je lis l'ouvrage de l'ancien président du Burkina, ma part des vérités, les califes tuent les califes. Voilà, on s'en d'accord. On n'a pas besoin de preuves. L'absence de preuves ne signifie pas qu'il n'y a pas de preuves. On sait qu'en réalité, derrière, c'est les califes qui tuent les califes, n'a plus sa place. On est d'accord. Le seul bénéficiaire, comme M. Koulibaly l'a dit, c'était Blaise Compaoré. Donc, il faut appeler un chat par un chat. La justice populaire va avoir lieu, c'est symbolique, ça permet de faire la réconciliation nationale, ça permet aussi de faire justice et vérité et réconciliation, on est d'accord. Mais au-delà de ça, il ne faut pas attendre une condamnation qu'on va avoir Blaise Compaoré derrière les barreaux, je ne crois pas. Sauf, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, sauf que Dieu peut donner ses miracles,
Donc pour moi, c'est une avancée dans la réconciliation politique et sociale et culturelle, voire autre chose au Burkina Faso. C'est une bonne chose que d'autres pays ne sont pas capables de le faire. Il faut reconnaître malgré tout, même si c'est 30 ans plus tard, moi je pense que c'est une avancée pour le Burkina Faso, que c'est salutaire. Écoutez, merci Bala Cissé. Je rappelle que vous êtes expert dans les questions juridiques, d'avoir pris part à cette émission. Le thème principal concerne bien sûr l'assassinat au Mali d'Ibrahim Ould Sidati, président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad, coordination signataire de l'accord de paix d'Alger en 2015. Merci donc à Siaka Koulibaly, politologue au Burkina Faso. Et surtout, toutes mes excuses pour cette voix enrouée par une légère grippe. On espère avoir été assez audible. Merci en tout cas d'avoir répondu, messieurs, à notre invitation. Et très bonne suite de programme sur la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.